Alors, bonjour, dans cette capsule, je vais vous présenter les principes relatifs à l'application de l'explication de savoir déclaratif. Alors, quelques commentaires préliminaires avant de passer au document que j'ai déposé sur Studium. Alors, premièrement, il faut se rappeler que les savoirs déclaratifs, ce sont des savoirs qui prennent la forme d'un énoncé. Alors, on a vu l'énoncé de la définition. Aujourd'hui, on va voir l'énoncé de l'explication. La semaine prochaine, on verra l'énoncé de l'exemple. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les, les, les savoirs déclaratifs, ils doivent prendre la forme d'un énoncé. Et cet énoncé-là peut avoir plein de formes différentes. Et même chaque définition peut avoir des formulations différentes et être équivalentes. De la même façon, deux personnes pourraient expliquer la même chose en utilisant des mots différents, mais leur explication pourrait être équivalente en termes d'efficacité pédagogique. Même chose pour les exemples, analogies, etc. Alors, par contre, il est très important que vous compreniez, vous qui êtes des spécialistes disciplinaires, c'est très important parce qu'il y a une différence entre l'identité disciplinaire et l'identité pédagogique, entre une infirmière et un prof de soins infirmiers, entre un mathématicien et un prof de mathématiques. Ce n'est pas parce que l'on énonce ce que l'on sait que l'on fait savoir. Donc, alors, il y a dans l'énoncé des clés cognitives qui doivent être présentes. Ces clés-là peuvent être exprimées de façon différente, mais ces quatre clés cognitives-là qu'on a vues lors du dernier cours sur la définition, ces quatre clés-là sont l'énoncé du terme, donc il faut nommer les objets par leur nom, que ce soit un concept, une notion ou n'importe quel type d'objet que l'on veut faire apprendre. Il faut que dans cet énoncé-là, on exprime l'attribut général, le ou les attributs généraux en fonction du niveau de généralité que l'on veut faire comprendre ou auquel on veut associer le concept. De même qu'on doit énoncer en troisième les différents attributs spécifiques que la discipline utilise pour caractériser le concept. Éventuellement, il faut aussi énoncer les attributs contextuels ou conditionnels, mais je n'élaborerai pas avant la fin de la session sur cette dernière clé cognitive. Je vous rappelle que j'ai quelques expressions qui me sont chères. Je ne sais même pas si elles sont de moi, mais je sais qu'elles sont, on les retrouve à peu près de la même façon dans des variantes de formulation chez certains auteurs, notamment Vygotsky, que j'aime beaucoup. Alors, les mots sont les matériaux cognitifs avec lesquels on construit des pensées, la pensée conceptuelle, la pensée verbale. Alors, pour l'apprentissage de notions formelles, abstraites, les mots sont les meilleurs instruments puisque l'on ne peut pas se représenter visuellement ces notions théoriques-là. Ensuite de ça, les mots sont dans la bouche du prof, ce que le scalpel est dans les mains du chirurgien. Alors, vous qui allez devoir expliquer des choses, il faut que vous soyez continuellement conscient de la façon dont vous sélectionnez les mots dans votre tête pour exprimer de la meilleure façon les notions que vous connaissez et que vous devez enseigner. Alors, on ne choisit pas ces mots-là de la même façon quand on fait une conférence dans un colloque ou un congrès de spécialistes que lorsque l'on est en classe et que l'on enseigne à nos étudiants. Même au niveau doctoral, il faut qu'on soit attentif à notre rôle d'enseignement à nos élèves. Alors, cela dit, j'en rajouterais peut-être un autre. On a vu la définition, et dans la définition, il y a l'attribut général, il y a le terme l'attribut général et l'attribut spécifique. Maintenant, écoutez bien, dans l'explication, il y a exactement la même chose. L'explication doit élaborer sur le terme, l'attribut général et l'attribut spécifique. Alors, la définition, vous devez la prendre comme un condensé de l'explication. Et l'explication, c'est une
dilution de la définition. Ce qui veut dire que si vos élèves comprennent le concept que vous voulez enseigner avec juste la définition, ben vous n'avez pas besoin de donner votre cours parce que c'est ça qu'on veut leur faire comprendre. Et si la définition suffit, ben perdons pas notre temps, passons à d'autres choses. Et souvent, il y a des profs qui commencent leur cours en donnant une définition. C'est une très mauvaise idée parce que la définition présente de façon très, très, très condensée et c'est extrêmement difficile de comprendre tout ce qu'impliquent les termes d'une définition. Alors, on peut la présenter au tableau ou dans un document, la définition, mais le cours va devoir travailler à décortiquer les termes clés de cette définition-là dans des élaborations spécifiques dans différents blocs qui vont s'enchaîner pendant la leçon. Et à la toute fin de la leçon, on va représenter la même définition qu'au début, mais cette fois-là, les élèves vont la comprendre parce qu'ils auront bénéficié des explications pendant la leçon. Alors, dans notre discours explicatif, qu'il soit verbal ou par écrit, donc qu'il soit oral ou écrit, il y a un certain nombre de principes à respecter. Alors, j'apprécierais que vous ayez fait votre devoir sur l'explication avant d'écouter cette capsule. J'aurais dû dire ça tantôt, mais enfin, bref. Alors, le premier principe, donc principe fondamental, il ne suffit pas de nommer les termes, il ne suffit pas d'énumérer des affirmations. Il faut expliciter l'argumentation logique qui permet de faire comprendre la logique d'une notion. Alors, si vous relisez les paragraphes du devoir que vous avez fait sur l'explication, vous allez voir que si vous avez fait un paragraphe, dans votre paragraphe, il n'y a pas une seule idée. Vous avez probablement énoncé plusieurs idées et peut-être même que chacune des phrases que vous présentez énonce une idée et toutes vos phrases comme ça introduisent une nouvelle information. Alors c'est indigeste, c'est probablement tout vrai ce que vous avez écrit, sauf qu'il n'y a que vous qui pouvez le comprendre ou des spécialistes de votre discipline. Alors il faut absolument que vous soyez capable d'élaborer dans votre discours sur une même idée, une seule idée par paragraphe. Alors, c'est pas parce qu'on le dit dans une phrase, même si la phrase dit tout, elle n'est pas compréhensible. On doit la mâcher, cette phrase-là, dans un discours qui reprend de plein de façons différentes par des reformulations cette idée véhiculée par la phrase. Fait qu'il faudrait que presque vous repériez toutes les phrases-idées qu'il y a dans votre paragraphe, que vous les sépariez par des enter pour faire des paragraphes, et vous allez voir que, essentiellement, vous avez plein de paragraphes d'une seule phrase. Alors, le prof, il doit être capable d'élaborer, de parler longtemps sur une même chose, d'être capable d'expliquer c'est quoi une chaise pendant 20 minutes de temps sans parler d'autre chose que la chaise. Voilà, c'est un exercice difficile, mais c'est un métier difficile que celui d'être prof. Ensuite de ça, les mots. OK. Les mots utilisés lors de l'explication doivent tous être compris immédiatement par les élèves. Vous devez faire très attention dans le choix des mots que vous utilisez quand vous leur parlez, parce qu'on veut qu'ils nous comprennent quand on parle. C'est ça le but d'une explication. On veut qu'ils nous comprennent. Alors, le seul mot auquel vous avez droit, que les élèves ne comprennent pas tout quand vous l'utilisez les premières fois, ben c'est le concept que vous êtes en train d'enseigner. À la fin du cours, le but, c'est qu'ils le comprennent, ce concept-là. Alors, tous les mots de votre discours, sauf le mot du concept que vous enseignez, doivent tous être compris immédiatement. Alors, aucun terme inconnu, aucune tournure de phrase alambiquée trop compliquée pour rien, pour simplement démontrer que vous vous exprimez bien et que vous avez de la culture. Vous devez mettre votre discours au service de la pensée des élèves. Et vous pouvez complexifier les choses au fur et à mesure que les élèves vous comprennent. Donc, vous ne pouvez pas dire des choses comme ça, vous allez comprendre ça plus tard. Je suis sûr que vous avez déjà entendu dire qu'un prof dit ça dans sa classe, ça là, vous allez comprendre ça plus tard. Mais s'ils vont le comprendre plus tard, ben enseignez plus tard. Parce qu'ils ne comprennent pas maintenant, puis le but, ben, c'est qu'ils comprennent à chaque instant.
Ensuite de ça, donc toutes les expressions que vous utilisez doivent être évocatrices. Utilisez des mots qui créent des représentations mentales. Utilisez des expressions qui décrivent correctement et précisément des opérations mentales. Rappelez-vous notre texte, notre présentation sur les schèmes. Vous devez mobiliser tout ce que vous pouvez pour créer des représentations mentales dans la tête de vos élèves. Vous devez toujours commencer par ce qui est plus général au début de votre leçon et ce qui est plus spécifique ensuite. Donc, dans votre devoir, je vous ai demandé 2 paragraphes. Idéalement, vous auriez dû prendre l'attribut général de votre concept dans le premier paragraphe et dans votre deuxième paragraphe, l'attribut spécifique de votre concept. Alors, si vous avez fait l'inverse, c'est une erreur. Il faut commencer par des choses générales parce que c'est plus facile de faire comprendre quelque chose de plus global que quelque chose de très spécifique. Alors, voilà, j'ai élaboré dans le dernier cours sur l'attribut général et l'attribut spécifique. Alors, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais lorsqu'on discourt sur ces attributs-là, il faut en expliciter la signification logique. On doit éviter de faire mémoriser des mots, des expressions aux élèves. On doit les amener à comprendre la signification de ces mots-là. Et c'est par le biais des arguments logiques qui sont présents dans notre discours que nous allons faire comprendre la logique des concepts qu'on essaie d'enseigner. Comme ça, ils vont s'en souvenir toute leur vie. Alors, une fois qu'ils sont enseignés, les attributs spécifiques doivent être reliés en synthèse. Alors, quand vous allez structurer votre enseignement, vous allez présenter l'attribut général, peut-être 2 attributs généraux que vous allez faire, un plus général, ensuite un autre général, mais un peu moins général. Ensuite, vous allez aligner 2, 3, 4 attributs spécifiques selon le nombre d'attributs spécifiques de votre concept choisi. Vous devez enseigner séparément chacun des attributs spécifiques et une fois qu'ils sont tous enseignés, vous devez montrer de quelle manière ils sont en interaction pour constituer la logique de l'ensemble du concept que vous enseignez. Vous devez élaborer sur cette logique-là des liens qu'il y a entre les attributs spécifiques entre eux et les liens qu'entretiennent les attributs spécifiques avec le concept et le concept avec sa catégorie générale. C'est 3 niveaux de logique qui doivent être explicites dans vos explications. Ensuite de ça, il faut éviter d'élaborer sur des attributs accessoires. Alors, on connaît tous des profs qui, une fois de temps en temps, s'assoient sur le coin de leur bureau et disent « Hey, là, j'ai une anecdote à vous raconter. » Puis là, il part à parler de ses affaires à lui, qui parfois ont un certain lien avec le cours, et c'est souvent le moment où les élèves sont le plus captifs. Or, on élabore souvent sur des attributs qui sont accessoires. Il ne faut pas perdre de temps avec les attributs accessoires. Il faut se centrer sur les attributs essentiels. Le seul moment où on va parler des attributs accessoires, c'est lorsque dans les croyances populaires, dans les préconceptions, cet attribut-là a tendance à remplacer un attribut essentiel, comme par exemple le fait que les oiseaux volent. Il faut absolument, quand on enseigne un cours sur les oiseaux, éliminer cet attribut-là comme étant caractéristique de tous les oiseaux pour éviter que les personnes véhiculent des préconceptions qui sont erronées. Finalement, il faut éviter la surcharge cognitive. Alors, un peu comme je disais au début, on a souvent tendance à aligner les affirmations les unes après les autres. Or, c'est impossible pour les élèves de faire le traitement cognitif de chacune de ces affirmations-là, même si elles sont vraies, même si la phrase est claire, l'idée, la phrase, la syntaxe est claire. Il faut permettre aux élèves d'assimiler, de faire travailler leur processus cognitif. Alors, il faut privilégier des reformulations, dire de plusieurs façons la même idée, élaborer sur cette idée-là dans des plus longs paragraphes pour permettre au temps d'encodage des élèves. Et on passe comme ça d'un paragraphe à l'autre en élaborant que sur une seule idée par paragraphe. Et on fera la synthèse de toutes ces idées-là dans le dernier bloc clôture de la leçon. Voilà.